Alors, avant tout, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental ainsi qu'hypnothérapeute. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez aller sur ma page principale qui est malka.fr. Vous devriez pouvoir la voir s'afficher sur votre écran en ce moment. Et là, vous pourrez savoir quelles sont mes formations, etc. Et vous pouvez même prendre rendez-vous avec moi. Ceci est un enregistrement d'un webinaire que j'ai tenu le 8 mars 2026 sur la honte. Si vous voulez participer au prochain webinaire et poser vos questions, parce que toutes les questions et les discussions qu'on a eues pendant et après le webinaire ne sont pas enregistrées, vous pouvez vous enregistrer pour le prochain webinaire gratuit sur le lien que vous trouvez en description. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan. Bon, bonsoir ou bonjour donc pour les Québécois et bienvenue à ce nouveau webinaire qui donc nous parle de la honte. Alors notez bien, je ne parle pas de culpabilité, mais je parle de honte. Il y a une très grosse différence et il va être très important de voir la différence parce que, en fin de compte, très souvent, on va voir que ce sont des deux émotions que beaucoup de gens confondent et ça peut avoir des conséquences extrêmement concrètes sur la façon dont vous vivez, dont vous réagissez et surtout dont vous allez laisser les autres vous traiter. Et la honte est en fin de compte une émotion relativement silencieuse. Elle ne se voit pas et elle ne crie pas comme ça. Elle s'installe petit à petit et elle finit par prendre des décisions à votre place et puis vous vous en rendez pas compte. Alors ce soir ou aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, d'où elle vient, comment elle se manifeste ou peut se manifester dans votre quotidien et ce que vous pouvez faire pour arrêter de la subir, en tout cas quelques idées. Bonsoir Nathalie. Alors, voilà, ça marche mieux comme ça. Alors, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, il y a un principe de l'analyse transactionnelle qui serait bon de connaître. Alors, l'analyse transactionnelle, ça a beaucoup à voir avec la communication. Et ça va être ce qu'on appelle... alors, malheureusement, moi, je l'ai lu en danois, donc je traduis en français, donc c'est pas sûr que ce soit les termes utilisés officiels, mais on parle de caresse et de coup de pied. Où on va dire que, en gros, on essaye d'avoir des choses positives, ça va être des caresses, et on va essayer d'éviter les choses négatives qui vont être des coups de pied. Alors, on parle de ça psychologiquement parlant, hein, bien entendu. Et à la limite, on va toujours préférer des coups de pied plutôt que l'indifférence. Les caresses et les coups de pied, ils peuvent être conditionnels ou inconditionnels. Et ça veut dire que, alors je vais vous donner des exemples, un coup de pied conditionnel, ça va être, dis donc, le travail que tu as fait hier, c'était pas terrible, tu t'es pas foulé. C'est un coup de pied, quelque chose de négatif qu'on vous dit, mais c'est conditionnel, c'est quelque chose que vous avez fait. Un coup de pied inconditionnel, ça va être un coup de pied du genre « tu es totalement débile, toi tu sais rien faire ». Ça, c'est un coup de pied inconditionnel. Et même chose pour les caresses, et ça va être une caresse conditionnelle. « Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais bien de la musique ?» C'est une caresse, mais c'est conditionnel. Et une caresse inconditionnelle, ça va être « je t'aime », par exemple. Et dans ces choses-là, la culpabilité, ça va être conditionnel. La culpabilité, c'est « j'ai fait quelque chose de mal, j'ai déconné ». C'est l'action qui est en cause. Vous avez fait une erreur, vous le savez, et cette reconnaissance, la reconnaissance de cette erreur va donc vous pousser à corriger, à réparer, à faire autrement la prochaine fois, etc., etc. Alors la culpabilité, quand elle est saine, elle est utile, elle est temporaire et
en fin de compte, elle ne touche pas à votre identité. C'est pas ce que vous êtes, c'est pas remis en question. J'ai fait donc le webinaire du mois dernier, c'était sur la culpabilité. Vous pouvez le revoir sur YouTube, d'ailleurs. Là, on fait un petit peu le tour de la question. La honte, elle est inconditionnelle. C'est-à-dire que la honte, elle ne va pas vous dire « tu as raté », elle va vous dire « tu es raté ». C'est plus l'action qui est en cause, c'est vous en tant que personne. C'est plus ce que vous avez fait, c'est qui vous êtes. Et quand vous croyez que le problème, c'est vous, vous ne cherchez pas vraiment à corriger quelque chose. Vous cherchez le plus souvent à vous cacher et à prendre vos distances. Et c'est là, en fin de compte, que les choses basculent. Parce que la culpabilité, alors la culpabilité, ne vous méprenez pas, hein, la culpabilité, même très saine, ça peut être extrêmement douloureux, ça peut être très difficile, parce qu'on peut faire des conneries qui peuvent avoir des conséquences relativement graves. Mais la culpabilité saine laisse une porte de sortie, une possibilité. Que la honte, elle vous enferme. Parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous êtes aussi facilement que vous pouvez changer ce que vous faites. Donc, par exemple, hein, si vous avez raté quelque chose, je ne sais pas, une présentation au travail ou n'importe quoi, la culpabilité va vous dire un truc du genre j'aurais dû mieux me préparer, la prochaine fois, il va falloir que je fasse gaffe à ceci et à cela, parce que là, vraiment, ça a merdé. Et puis voilà. Que la honte, ça va dire oui, je suis totalement nul, je ne suis pas à ma place, les autres l'ont bien vu d'ailleurs, etc. Donc, dans la même situation, les deux émotions vont être très différentes, même voire complètement différentes, et les effets vont donc être extrêmement différents sur ce qui va suivre. Alors la honte, c'est pas quelque chose, ça vous tombe pas du ciel, hein, comme ça vous arrive comme ça. La honte, elle s'installe. Et elle s'installe toujours, vraiment toujours, par le biais d'une relation ou d'un contexte qui vous a répété, pas mal de fois d'ailleurs, certaines choses sur ce que vous êtes. Alors la première source, bien entendu, hein, c'est l'enfance. Alors, c'est pas nécessairement des traumatismes. Hein, je veux dire, la honte, c'est pas nécessairement quelqu'un qui vous a martyrisé. Ça peut même être extrêmement discret. Hein, vous allez avoir un parent qui soupire lourdement quand vous ratez quelque chose. Vous allez avoir des remarques répétées, même dites sur un ton gentil, en quelque sorte. « Oh, oui, mon pauvre, hein, t'es vraiment pâteau, hein, vraiment, tu sais pas te débrouiller. Oh là là, mais tu manques de courage », des choses dans ce genre-là. Puis, bien entendu, ça peut être aussi des choses du genre « Oh là là, mais t'es trop sensible, on peut rien te dire, t'exagères toujours, ou alors, tu y arriveras jamais ». Ça peut être un regard. Même des fois, un regard peut en dire beaucoup plus que certains mots. Hein. Et encore une fois, c'est pas nécessairement dit avec violence. Ça peut être dit de façon indifférente, même de façon gentille, ce qui est encore pire, parce que surtout quand ça vous arrive donc pendant l'enfance, un enfant va pas remettre en question ce que l'adulte lui dit. Il va se remettre en question lui-même, c'est un fait. Donc, la première source de cette honte, ça va être l'enfance, bien entendu. La deuxième source, très importante également, ça va être différentes relations qui vont vous rabaisser à l'âge adulte. Hein. Ça peut être, vous n'avez pas besoin d'être un enfant, un partenaire, un patron, un parent qui revient régulièrement sur ce que vous faites et ce que vous faites de mal. Voilà. Une intonation dans la voix nous dit Domi, oui, tout à fait. Hein. Donc, encore une fois, critiquer, que ce soit un parent ou que ce soit votre patron ou qui vous voulez, qu'il critique ou qu'elle critique quelque chose que vous faites et que vous faites mal, oui, pourquoi pas. Et puis, critiquer par contre ce que quelqu'un est, là, c'est une attaque identitaire et c'est quelque chose de très différent. Et quand ça se répète, quand ça dure, vous finissez par y croire.
Alors, c'est pas parce que vous êtes faible, hein, c'est tout simplement parce que c'est le fonctionnement de notre cerveau face à une répétition. Donc, il ne faut pas croire que parce que lors de l'enfance, vous n'avez pas été attaqué régulièrement, que ça veut dire que ça y est, maintenant vous êtes solidement bâti et maintenant plus rien peut vous toucher. Ben non, ça ne marche pas. Même à l'âge adulte, ça peut, le fait d'être rabaissé régulièrement, eh ben oui, ça peut vous mener à cette fameuse honte. Et le pire, c'est que plus vous allez essayer en quelque sorte de ne pas rater ce qu'on vous dit que vous ratez, plus vous risquez de le faire. Parce que, disons que vous avez des collègues ou un patron ou ce que vous voulez qui va potentiellement vous dire « Oh là là, franchement, t'as encore raté cette présentation, t'es vraiment totalement nul, tu sais vraiment rien faire, écoute, non, il va falloir que, je sais pas, moi, fais quelque chose. » Et donc, ce qui va faire que la prochaine fois que vous devez faire une présentation, ou le même travail, vous allez vous dire, ce coup-ci, il ne faut pas que je la rate, il ne faut pas que je bégaye, il ne faut pas que je fasse ceci, il ne faut pas que je fasse cela, il va falloir vraiment, etc. Et là, vous commettez une très grosse erreur. Notre cerveau ne comprend pas la négation. Alors, pas la négation du genre quelque chose qui n'existe pas, mais le fait de dire « je ne dois pas » ou « il ne faut pas que ». Ça, notre cerveau ne peut pas comprendre cette négation. C'est-à-dire que si par exemple je vous dis « ne pensez pas à un éléphant violet », j'en ai marre qu'on parle toujours des éléphants roses, eh bien, nécessairement, votre cerveau est obligé de composer un éléphant violet pour après se dire qu'il ne faut pas y penser. Parce que vous ne pouvez pas demander au cerveau de ne pas penser à quelque chose. C'est totalement débile. Notre cerveau est obligé de faire la chose ou de comprendre la chose avant de la foutre à la poubelle. Ça, c'est pas possible. Donc, si vous vous dites « il ne faut pas que je rate ceci, il ne faut pas que je rate cela », eh ben, en fin de compte, vous êtes en train de répéter à votre cerveau « il faut que ». Et c'est bien pour ça qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un « surtout n'oublie pas de » ou « fais attention de ne pas tomber ». Il faut toujours tourner ça de façon positive. Alors, de façon positive, ça veut dire qu'il ne faut pas dire « n'oublie pas de », mais il va falloir dire « souviens-toi de » ou « rappelle-toi de ». Et c'est ça que je veux dire par positif-négatif. Donc, ces rabaissements que vous avez de façon chronique, la plupart d'entre nous, on risque de se dire, alors là, il ne faut pas que je rate ce truc-là, ou il ne faut pas que je rate ceci, cela, ou il ne faut pas que je sois une déception, il ne faut pas que je me plante, etc. Et donc, en fin de compte, vous en mettez une seconde couche. Et la troisième source, c'est ce qui se passe quand les deux premières, en fin de compte, ont suffisamment travaillé. À un moment donné, l'autre, que ce soit l'âge adulte ou l'enfance ou ce que vous voulez, que ce soit papa, maman ou ce que vous voulez, eh ben, l'autre, il n'a même plus besoin de parler, c'est vous qui faites le boulot. La honte, c'est devenu une voix intérieure, une petite voix intérieure, ce petit lutin, comme j'en parle régulièrement, que vous pouvez appeler Adolphe ou Benito, ou comme vous voulez, qui est devenu cette petite voix intérieure qui répète certaines choses et vous la questionnez même plus. C'est devenu une vérité sur vous-même et c'est comme ça que la honte devient chronique. C'est plus une réaction à quelque chose qui s'est passé, c'est devenu un état, c'est une façon dont vous êtes avec vous-même. Et donc cette voix, elle a une origine, elle ne vient pas de vous, elle a été posée là par quelqu'un d'autre, des fois par plusieurs personnes. Oui, c'est un parasite mental, comme le dit Nathalie. Et puis après, la roue tourne. Et le problème, et ce qui rend la honte difficile à repérer, en fin de compte, c'est que elle va très rarement se présenter comme honte. C'est-à-dire que ça devient une structure de votre personnalité. C'est pas
un truc du genre, vous vous levez un matin et puis vous vous dites, bon, ben, je vais passer ma journée à avoir honte de moi. Enfin, vous pouvez, hein, mais la plupart des gens, ils vont pas faire ça. La honte, elle va se déguiser, pourra-t-on dire, de différentes façons. Et elle va se déguiser en trois choses différentes, très communes. Et vous en connaissez sûrement au moins une. La première, le premier de ces déguisements, ça va être l'évitement. C'est-à-dire qu'en gros, la meilleure façon de ne pas échouer, c'est de ne pas essayer, c'est de rien faire. On ne va pas prendre la parole, comme ça on ne va pas être jugé. On ne va pas montrer ce qu'on ressent, comme ça on ne va pas montrer qu'on est vulnérable. Et en fin de compte, il y a une certaine logique à ce truc-là, qui est, si je ne m'expose pas, je risque rien. Et le problème, c'est que, ouais, c'est vrai, à court terme, ça fonctionne. Ça, c'est sûr. Mais à long terme, ça finit par vous coûter cher. Parce que chaque fois que vous évitez quelque chose à cause de la honte, ce que vous faites, c'est que vous confirmez à votre cerveau que cette chose est bel et bien dangereuse. Et donc, vous risquez cette honte, elle va grossir. Et puis, en fin de compte, cette peur ou cet évitement va devenir de plus en plus important. Et vous allez éviter de plus en plus de choses dans cette région, en quelque sorte. Et puis, ça va s'élargir éventuellement à d'autres régions, à d'autres choses qui peuvent, de près ou de loin, être reliées à cette chose principale ou à cette chose à la base. Donc, en plus de ça, vous allez avoir moins d'expérience. Vous n'allez pas prendre... En fin de compte, ça va être ce qu'on va dire que vous êtes dans une situation et vous allez où c'est une situation qui vous paraît dangereuse pour votre cerveau tout d'un coup, donc vous voulez l'éviter. L'évitement, ça va être le contraire de la confrontation, ça va être la fuite. Quand vous êtes en fuite ou quand vous êtes en évitement, bien entendu, vous n'apprenez pas à gérer la situation. C'est QFD, puisque vous n'y êtes pas confronté. Et donc, du coup, comme vous n'avez pas d'expérience, vous ne devenez pas meilleur à ce genre de situation, vous ne prenez pas de plus en plus d'expérience, et au contraire, donc vous risquez de plus en plus de commettre des erreurs, de vous planter et de renforcer cette honte. Donc, du coup, le fait d'éviter, non seulement ça va vous bloquer de plus en plus, mais en plus de ça, ça va vous diminuer, point de vue psychologique, car vous n'allez pas être confronté à des situations qui vont vous permettre d'évoluer. La deuxième chose, la deuxième manifestation, ça va être le perfectionnisme. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bon, pour qu'on ne puisse pas me taper dessus, en gros, je vais être parfaite, je vais être irréprochable. Comme ça, personne n'a de prise sur moi. Si je ne fais pas d'erreur, je ne peux pas être attaqué. C'est QFD également. Si mon travail est parfait, personne ne peut me critiquer. Et ça, à la fin, déjà, c'est épuisant parce que ça va vous stresser. Déjà, également, parce que les personnes qui vous font la honte, des fois, de toute façon, elles vont chercher la petite chose et le détail qui, de toute façon, va être un défaut dans votre cuirasse. Donc, non seulement vous stressez, mais en plus de ça, ça ne marche pas. Et puis, en plus, ça ne marche pas parce que la honte, souvenez-vous-en, elle ne se nourrit pas d'erreurs réelles. C'est la culpabilité qui se nourrit d'erreurs réelles, comme j'en ai parlé au dernier webinaire. La honte, non. Elle se nourrit d'une conviction, d'une idée sur ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous pouvez être parfait, à la limite dans votre travail ou dans ce que vous faites, etc., mais n'empêche que vous continuez à avoir honte intérieurement. Et donc, ce perfectionnisme peut vous mener à l'évitement, la procrastination. Parce que vous vous dites que pour éviter de me faire taper sur les doigts, il va falloir que je sois parfait. Vous allez voir toutes les choses qu'il faut faire et qu'il faut pouvoir faire pour être parfait ou pour faire cette chose parfaitement. Vous ne pouvez pas surmonter le truc, donc vous allez trouver autre chose à faire ou vous allez étudier encore plus la question pour jamais vous lancer dans le truc. Bref, vous allez entrer en mode procrastination.
Et la troisième manifestation, qui est un petit peu moins évidente, c'est l'agressivité défensive. C'est-à-dire que la meilleure défense, comme tout le monde le sait, c'est l'attaque. Donc du coup, on va attaquer avant d'être attaqué, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez critiquer les autres avant qu'ils vous critiquent, vous allez dominer la conversation pour ne pas risquer d'être mis en difficulté. C'est donc une forme de honte qui se déguise en confiance et parfois même en arrogance. Et c'est justement précisément pour ça qu'on ne la reconnaît pas. Ça, on va y revenir d'ailleurs dans un instant par rapport au narcissisme. Et en fin de compte, ces trois formes, ces trois principes, elles ont donc ce point commun qui est qu'elles cherchent toutes à vous protéger. Elles cherchent à protéger quelque chose. Et ce quelque chose, c'est donc cette image de vous-même parce que vous ne voulez pas, vous n'osez pas l'avoir remise en question, tout simplement. Et cette image a été construite sur une ou sur plusieurs blessures. Oui, tout ça, ça fait un peu partie de l'auto-sabotage, le perfectionnisme et l'évitement, comme le dit Eva. Alors, un petit détour par les personnalités narcissiques, parce qu'il y a deux angles à comprendre dans ce système, et les deux sont importants. Le premier angle, ça va être la honte comme arme. C'est-à-dire que les personnes qui fonctionnent de façon narcissique, les personnes antagonistes, utilisent la honte de façon délibérée. Alors, ce n'est pas toujours consciemment, attention, mais c'est délibérément. Ça va être le regard qui en dit long, dont j'ai parlé il y a un instant. Ça va être le soupir, ça va être la petite remarque anodine en public qui va vous clouer sur place. Ça va être le mot qui va cibler exactement ce que vous n'aimez pas en vous ou ce qui est difficile, parce que ça, de toute façon, ils l'ont repéré il y a bien longtemps. Et puis, les narcissiques ont bien repéré vos points faibles, donc ils savent que ces points-là, ça va être des points faibles. Et encore une fois, ça peut être très instinctif, c'est pas... mais ils vont savoir que si vous avez honte, vous n'allez pas réagir, vous allez vous taire, vous allez vous effacer, éventuellement vous allez vous justifier à n'en plus finir, et c'est précisément l'effet qui est recherché à la base. Parce que la honte, ça vous neutralise. Quand on a honte, on ne se défend pas. Quand on a honte, on va essayer de s'expliquer, on va essayer de s'excuser, on va disparaître 6 pieds sous terre, et quelqu'un qui cherche à avoir le contrôle dans une relation, sait parfaitement que c'est l'un des outils les plus efficaces à disposition, taper sur la honte de certains cas, parce que très souvent dans la relation, quand on a commencé la relation, bien entendu, on a dévoilé certains de nos points faibles, certaines des choses où on dit, oui, ça c'est pas top, et là, du coup, les boutons, ils sont là, il n'y a plus qu'à appuyer dessus. Donc, alors, encore une fois, très souvent, le job du narcissique, ça va être le contrôle. Ça n'est que très rarement, à part pour certains narcissiques malveillants, c'est que très rarement, ça va être pour vous faire du mal ou le plaisir de faire mal. C'est une façon de contrôler. Et si, en vous contrôlant, ça vous fait du mal, ça, on n'en a rien à foutre. Donc, c'est surtout comme ça que ça fonctionne. Et la honte, c'est une façon de contrôler qui est parfaite. Parce que quand on fait honte à quelqu'un, la personne s'écrase généralement. Le deuxième angle, qui est donc moins évident, mais très important également, c'est que la personne narcissique est très souvent une construction qui est érigée en quelque sorte pour que la personne narcissique ne ressente jamais la honte. C'est ce moi grandiose, c'est cette supériorité, etc., cette incapacité à reconnaître ses torts. Tout ça, c'est pas de la confiance, c'est une forme de protection, c'est une armure, parce que la honte, pour la personne narcissique, c'est tout à fait insupportable.
Et la personne narcissique peut très facilement ressentir de la honte. J'en ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc, je ne vais pas aller en profondeur là-dessus, mais en quelques mots, ce qui se passe, c'est que la personne narcissique se voit comme parfaite. Même si elle vous dit des fois « je sais que je ne suis pas parfait parce que personne ne l'est », en réalité, la personne narcissique se voit comme une personne parfaite. Malheureusement, ou heureusement pour nous, dira-t-on, donc elle n'est pas parfaite, et donc la personne narcissique va commettre des erreurs, va faire des conneries, va prendre des mauvaises dispositions, va pas pouvoir gérer certaines situations, bref. Arrivera des moments, tôt ou tard, où la personne va se planter. Et dans ce cas-là, ce que la personne narcissique va ressentir, c'est de la honte, justement. Parce que je ne suis pas parfait, donc j'ai honte. Et la seule façon pour elle de se débarrasser de cette honte, ça va être d'attaquer les autres personnes qu'il y a aux environs. Si vous êtes en relation avec cette personne, ça va être vous qui allez être la première cible, ça va être de votre faute, ça va vous retomber dessus, enfin bref, ça va jouer là-dessus. Et il va y avoir une inversion des rôles où la personne narcissique va devenir victime, vous allez devenir bourreau, et boum, on est reparti pour un tour. Donc, la honte chez la personne narcissique peut être déclenchée par n'importe quelle critique que vous lui donnez, qu'elle soit constructive ou pas d'ailleurs, et même des fois, même pas par une critique, par quelque chose que vous avez mal dit ou pas suffisamment bien fait, ou pas suffisamment bien dit, ou dit sur un mauvais ton, enfin bref, ça peut venir de n'importe quoi, et ça va se transformer donc en cette attaque, et du coup c'est vous sur qui cette honte va être transférée. Donc, ça c'est l'explication. Alors, ce n'est pas une excuse, ça n'excuse pas la façon dont les personnes narcissiques se comportent envers les autres, mais c'est une explication qui vous permet de comprendre ce qui se passe réellement, parce que c'est le début de la possibilité, vous, à ne pas le subir, à comprendre que, en fin de compte, ce n'est pas vous qui devez avoir honte dans ce genre de situation, mais voilà ce qui se passe, c'est la personne narcissique qui a honte et qui va utiliser la honte pour vous rendre l'appareil, en quelque sorte, pour l'attaque est la meilleure défense, et donc du coup, ça va être sa façon de se défendre. Et oui, comme Eva le dit, les personnes narcissiques sont hypersensibles, hyper susceptibles. Oui, tout à fait. On peut, de toute façon, vous ne pouvez pas éviter de leur dire quelque chose qui va les blesser, de toute façon. Alors, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, comme je l'ai dit, tout le monde, on a cette honte pour différentes choses, différentes façons, qui nous a été inculquée de différentes façons. Et il y a quelques petits trucs qu'on peut faire. Alors, vous pouvez bien entendu suivre une thérapie, pourquoi pas. Et logiquement, lors d'une thérapie pour quelque chose d'autre, par rapport à un parent ou etc., narcissique, bien entendu, on travaille là-dessus, c'est logique. Mais à part ça, il y a des choses... donc, pour vivre avec un narcissique, il ne faut jamais émettre la moindre critique. Pas facile, nous dit Agnès. Disons que pour vivre avec un narcissique, oui, non, pas de critique du tout. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin de faire une critique pour que ce soit pris comme une critique. C'est-à-dire que même si vous faites un compliment, ça peut être pris comme une critique si c'est pas... Non, pas de réalisme non plus. Non, Eva... non, et de toute façon, même les compliments peuvent être mal pris. Donc, de toute façon, vous êtes bloqué. La première chose à faire quand vous ressentez de la honte, c'est commencer par nommer la voie de la honte. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'analyser pendant des heures et des heures, mais la nommer. C'est-à-dire que quand vous avez votre lutin... vous avez votre lutin qui commence à vous dire « attention, tu vas encore te planter parce que tu ne sais rien faire, etc. Je suis nul, je ne suis pas à ma place, etc. Et qui est-ce que je crois que je suis pour penser que je peux faire ça, etc. » Eh bien, la chose qu'il vous faut faire, c'est
de le dire, de le nommer. C'est-à-dire que vous faites fermer sa gueule au lutin, et puis vous lui dites, vous dites, et vous pouvez même vous le dire à haute voix, alors pas si vous êtes avec quelqu'un, mais de vous dire, là, je ressens de la honte. Pas je suis nul, mais je ressens de la honte en ce moment. Et ça, c'est pas la même chose du tout. Dans le premier cas, vous êtes le problème. Vous vous voyez comme le problème. Dans le deuxième cas, vous avez une émotion. Une émotion qui, de plus, est irrationnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en relation avec la réalité. Vous avez une émotion, et une émotion, ça n'est pas une vérité sur vous, c'est un état. Et les états, ça passe. Donc rien que le fait de le nommer, de vous dire, là, je ressens de la honte, déjà, là, vous l'identifiez, et après, c'est plus facile de le travailler, de le combattre éventuellement, de voir par rapport à quoi il s'agit, et de pouvoir le ramener à un niveau plus rationnel et à la réalité. La deuxième chose, c'est de distinguer ce qui vient de vous et ce qu'on vous a mis dans la tête. D'accord ? Toute conviction profonde, bien entendu, la plupart de certaines de ces convictions a une origine. Ça ne s'est pas généré toute seule. Alors, certaines de ces convictions, c'est les vôtres, vous les avez construites de vous-même, avec tirant certaines conclusions, des fois rationnelles, des fois irrationnelles sur des expériences réelles. Mais il y en a d'autres qui ont été posées là par quelqu'un d'autre à un moment donné dans votre vie, que vous ayez été enfant ou adulte, mais dans tous les cas, vous étiez dans une position dans laquelle vous ne pouviez pas les remettre en question. Ou parce que vous étiez trop jeune si vous étiez enfant, donc vous n'aviez tout simplement pas les compétences pour pouvoir le faire, ou tout simplement vous étiez dans une situation où vous étiez sous emprise d'une façon ou d'une autre, et donc vous ne pouviez pas les remettre en question à ce moment-là. Et donc, il est important dans ce cas-là de voir cette conviction et à vous demander, bon, ok, ça me vient d'où ce truc-là ? Qui est-ce qui m'a dit ça ? Dans quel contexte ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a répété ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai compris moi-même, que j'ai une solution que je me suis trouvée moi-même ? Est-ce que c'est rationnel ou est-ce que ce n'est pas rationnel ? Ou est-ce que c'est tout simplement quelque chose que ma mère, mon mari, ma femme, mon oncle, ma tante, mon grand-père, peu importe, m'a répété tellement de fois que je finis par y croire ? Et là, il est important de comprendre que, dans ce cas-là, le lutin, c'est vous. C'est plus le parent, c'est plus l'ex-conjoint ou conjointe, mais c'est vous. Et c'est vous qui pouvez le faire taire dans ce cas-là. Et la troisième des choses, et ça c'est important également, c'est d'arrêter, vraiment arrêter de gérer la honte par l'évitement. Parce que l'évitement, c'est vraiment le piège le plus courant, et à long terme, c'est vraiment le piège le plus coûteux. Alors c'est vrai, ça soulage immédiatement, tout de suite, etc. C'est vrai que ça marche, mais à long terme, ça va renforcer la honte. Et chaque fois que vous évitez quelque chose à cause de la honte, vous dites à votre cerveau que cette chose est effectivement dangereuse et ce que vous fuyez grossit de plus en plus. Ce que vous traversez prend de plus en plus de pouvoir. Et puis, du coup, vous êtes bloqué. Et en plus, ça va déteindre sur d'autres domaines de votre vie et ça va vous bloquer de plus en plus. Souvenez-vous que, comme le disait Nietzsche, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ou vous renforce. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais dans certains cas, traversez le truc parce que du coup, vous pouvez le faire. Et une fois que vous avez pu le faire, même si ce n'est pas fait parfaitement, vous avez déjà un début d'expérience et vous pouvez commencer à ramener les choses à leur juste valeur et à leur juste dimension. Alors ces 3 petits conseils, ça ne va pas tout régler, mais déjà ça va changer la direction de beaucoup de ces choses et ça va vous aider à avancer dans ce domaine.
Oui, par exemple, nous dit Eva, rater un examen et se remettre totalement en question empêche d'avancer et ça coupe l'herbe sous le pied. Oui, c'est un petit peu l'exemple que je prends régulièrement. Par exemple, pour illustrer le ABC, en voyant les croyances rationnelles et irrationnelles. En A, si vous avez une évaluation, vous devez aller à un entretien d'embauche, à un examen, permis de conduire, enfin bref, une évaluation quelconque. Si en B, vous avez votre lutin et d'autres idées en tête qui vous disent oh là là, mais de toute façon, je ne vais jamais l'avoir, je suis trop nul, j'ai toujours tout raté, et puis de toute façon, je ne me souviens de rien, j'ai une mauvaise mémoire, etc., etc. En C, les conséquences de ça, ça va être que vous allez angoisser. Du coup, le moment où vous allez aller à l'entretien d'embauche ou à l'examen, en effet, tout va planter, vous allez totalement, ça va être le noir complet, vous allez vous souvenir de rien, vous allez dire des conneries, etc. Ou alors, encore pire, vous allez tomber malade, entre guillemets, vous n'allez pas pouvoir y aller, vous allez rater votre train, enfin bref, vous allez aller dans l'évitement, et ça va être les conséquences. Si on parle de cette même évaluation et qu'en B, vous vous dites c'est important pour moi d'avoir ce boulot, je vais faire de mon mieux, on va voir comment ça va marcher, et puis voilà, ben oui, là, vous allez être inquiet, ce qui est normal, parce que ce n'est pas une situation, agréable. Bien entendu, vous allez être inquiet, mais vous n'allez pas être bloqué de la même façon, vous n'allez pas être angoissé, vous n'allez pas arriver en retard, vous n'allez pas tomber malade, et vous allez pouvoir, votre mémoire va mieux fonctionner. Et donc, c'est exactement la différence entre, justement, vous prendre globalement comme nul ou suivre cette honte, ou alors voir que vous êtes une personne totalement faillible, qui, bien entendu, vous pouvez quand même rater votre examen ou ce que vous voulez, hein, c'est pas, l'un n'empêche pas l'autre. Mais cela ne dit rien de vous en tant que personne. Ça dit que vous avez raté un entretien d'embauche ou un examen. Ben, ça arrive. Donc, l'une des choses importantes, justement, c'est que cette honte, comme je l'écris, elle prospère dans le silence. Tant que vous ne la nommez pas, ben, elle va rester un petit peu en arrière-plan et puis elle va continuer à vous saboter. Et en plus, elle se fait passer pour la vérité. Hein. Elle se fait passer pour ce que vous êtes. Et donc, du coup, vous n'avez aucune raison de remettre tout ça en question parce que vous ne le voyez pas. Donc, c'est pour ça qu'il est important de la nommer, comme je l'ai dit, parce que là, déjà, c'est commencer à lui retirer du pouvoir. Ça ne va pas la faire disparaître d'un coup, il n'y a pas de miracle, ça ne va pas prétendre que ça n'existe pas, mais c'est juste le voir comme cela est, c'est une émotion. C'est une émotion qui de plus est irrationnelle. C'est un mécanisme, c'est quelque chose qui s'est installé en vous dans un contexte précis, à un moment précis, pour des raisons précises, et qui depuis a pris de plus en plus de place, et a pris beaucoup plus de place qu'elle ne le mérite. Donc, si il y a 3 choses que vous devez retenir ce soir, et je vais finir avec ça, c'est que 1, la honte n'est pas la vérité. Elle en a l'air parce qu'elle parle à la première personne et parce qu'elle connaît vos points faibles. Mais n'empêche que ce n'est pas la vérité. 2, la honte, c'est quelque chose que vous avez appris. Ça s'apprend. Et vous pouvez apprendre autre chose. Ça peut être désappris. Alors, pas facilement, pas rapidement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est parfaitement faisable. Et c'est commencer par décider de regarder cette voix comme une voix, comme votre lutin, comme votre Adolphe, et de voir cette voix en face à face, plutôt que de continuer à lui obéir sans la questionner. La diffamation peut aussi être une cause. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez apprendre. Alors, c'est un petit peu différent, la diffamation, parce que c'est quelque chose qu'on peut rarement éviter et contre lequel c'est une mauvaise idée de se défendre.
le plus souvent. Je me souviens, ça c'était un de mes amis avocats à l'époque au Danemark qui me l'avait dit. On parlait de ça justement et il me disait mais non, parce que si tu veux te défendre contre un truc en diffamation, il va ressortir tellement d'autres trucs avec ça que de toute façon, tu vas jamais en finir. Vous ne pouvez pas éviter certaines personnes à vous diffamer. Ça n'est pas possible. Ce que vous pouvez faire, c'est, généralement ce que je conseille, c'est ne leur répondez pas. Ne répondez jamais à ce genre d'attaque et aux diffamations. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé contre les problèmes, contre les différentes sectes. C'était surtout au Danemark, aussi en France. Et j'étais généralement dans les journaux au moins une fois par semaine, radio, télé, etc. Et chaque fois que je m'exprimais sur une secte, quelle qu'elle soit, vous pouviez être sûr que quelques jours plus tard, ou dans le journal, ou à la radio, etc., droit de réponse, il y avait des réponses qui étaient données. Et les sectes, généralement, elles attaquent sur la personne. Donc c'était « ouais, Malka, il ne sait pas de quoi il parle, il est nul, etc., etc., etc. » Et il y avait diverses accusations et diverses diffamations qui étaient balancées sur moi dans les médias. Et à l'époque, c'était l'époque où on prenait les médias au sérieux. Régulièrement, on me demandait donc si je voulais répondre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je voulais répondre ? Pendant 20 ans, avec des centaines d'attaques, je vous le promets, des centaines d'attaques, je n'ai jamais répondu une seule fois. Pas une seule fois. J'ai perdu des clients, parce qu'il y en a qui ont suivi ces choses-là, mais je n'ai jamais répondu. Mon principe a toujours été de faire mon travail comme je le fais toujours. Les gens qui ont un QI qui est un peu plus haut que le QI d'une moule verront parfaitement que entre ce que les autres disent et ce que je fais et ce que je dis, il y a une différence. Si ils ne le voient pas, c'est qu'ils ne veulent pas le voir. Et dans ce cas-là, ce n'est pas parce que je vais me défendre que ça va y changer quoi que ce soit. Ça va tout simplement me faire perdre toute l'énergie. Donc, diffamation, laissez couler. Laissez couler, ça ne sert à rien. Même si vous ressentez de la honte par rapport à cette diffamation, oui, là, c'est cette honte sur laquelle il va vous falloir travailler. Mais ne réagissez jamais. Oui, c'est ce que nous dit Domi, en fin de compte. Et que ma mère me diffame auprès des autres, et même devant moi, je laisse pisser, bien obligé, ça ne sert à rien de se justifier, exactement. Et du coup, j'ai honte, je ne le savais pas jusqu'à présent. Voilà. Et cette honte, c'est cette honte qu'il vous faut travailler en vous disant, OK, pourquoi est-ce que j'ai honte ? C'est une émotion. Qu'est-ce qui me fait honte et pourquoi ? D'où vient cette voix ? Etc., etc. Donc, souvenez-vous, vous n'êtes pas ce que cette honte dit de vous, ce que cette voix dit de vous, ou ce que cette personne dit de vous. Vous êtes une personne qui a reçu un certain nombre de messages sur ce qu'elle est, à des moments donc où vous ne pouviez pas refuser, vous ne pouvez rien y faire, et ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, c'était le sujet de ce soir. Merci d'être venu. Si vous voulez la prochaine fois que je parle d'un autre sujet, s'il y a un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à cyril@malka.fr et je verrai ce que je peux faire pour vous. Et puis sans ça, je vous donne rendez-vous pour un nouveau webinaire le mois prochain. Voilà, merci d'être venu. Cyril Malka sans divan. Cyril Malka. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka sans divan.